Voici Francine Levasseur, 77 ans. Le 20 septembre 2006, sa vie a basculé à tout jamais. Ce jour-là, cette habitante de Berck-sur-Mer a rendez-vous à l'hôpital pour une visite de contrôle. Elle ne s'en doute pas une seconde, mais dans la salle d'attente, le médecin qui doit la recevoir va lui faire part d'une terrible nouvelle, inimaginable. Et le docteur me dit, Madame, il est arrivé un drame chez vous. Je dis, un drame? Votre fille est morte. Ah! Je dis, mais ma petite fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et puis, il me dit, Madame, j'ai encore autre chose à vous dire. Alors je le regarde, il me dit, Madame, votre petite fille est morte aussi. Ah. Pensez bien que c'était la terre qui s'écroulait. Je ne comprenais pas. Valérie Trouillet, 39 ans, et sa fille Harmonie Trouillet, 17 ans, ont sauvagement été tués dans leur petit appartement du centre-ville. Voici une affaire ô combien dans l'actualité. L'histoire d'un tortionnaire qui fait vivre aux femmes l'enfer sans jamais être inquiété, jusqu'à devenir un meurtrier. Et ce sont des corps qui ont été massacrés. C'est pas possible, Et puis pourquoi? Pourquoi? Qui Il ne fait pas l'effet d'une brute, il ne fait pas l'effet d'un tueur. C'était un homme à femme, mais qui n'aimait pas les femmes. Il avait un couteau dans la chambre de ma mère. Elle était sur le point d'elle-même aller au commissariat pour dénoncer les violences. Et donc, elle devient la femme à abattre. Cette invraisemblable affaire démarre le mercredi 20 septembre 2006, à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Il est 1h15 du matin lorsque l'adjudant-chef Laurent Grard est appelé sur un incendie qui s'est déclaré dans le centre-ville. Un appartement est en train de brûler, avec 2 occupants à l'intérieur. Il y a urgence. On ouvre la porte et une épaisse fumée commence à s'en dégager. Donc on s'équipe avec nos appareils respiratoires isolants. On est dans le noir total, le courant est coupé. On a juste pour lumière nos lampes dont on est équipé en fait. Les pompiers parviennent rapidement à éteindre le feu qui avait pris naissance dans la salle de bain. Il faut désormais localiser les occupants et leur porter secours. On s'est dirigé vers la cuisine. La fenêtre était pas accessible. Il y avait quelque chose qui nous barrait le passage. En une fraction de seconde, le pompier comprend qu'il ne s'agit pas d'un banal incendie. Il est en réalité face à un meurtre. Et en fait, en essayant d'avancer, on a retrouvé un premier corps. On a senti tout de suite que la victime était vraiment inanimée. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. En progressant dans l'appartement, le pompier découvre ce qui semble être une chambre d'adolescent. Et là, couché sur le sol, il aperçoit le corps d'une seconde victime. C'est une jeune femme qui est au sol, donc elle se trouve sur le ventre, dénudée. Malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose pour elle. C'est pas dans la nature humaine de faire des choses comme ça. C'est contre nature, on va dire. Valérie Trouillet et sa fille Harmonie ont bien été tuées. Ces meurtres sont l'épilogue d'une vie remplie de coups durs. Et pourtant, tout avait bien commencé dans la vie de cette maman qui élevait seule sa fille. Belle comme le jour,
En réalité, Valérie était promise à un tout autre destin. Originaire d'un petit village de l'Oise, Valérie Trouillet connaît une enfance heureuse, aux côtés de son grand frère Philippe. À l'adolescence, elle devient une jolie jeune femme et se rêve mannequin. Je pense qu'elle aurait aimé faire carrière dans ce milieu-là. Elle avait des yeux magnifiques, des yeux que même moi je ne voyais plus parce que je la voyais constamment. Mais tout le monde me disait, elle a des yeux. Une belle blonde aux yeux bleus, oui. Ouais. Il y a même une photo où elle ressemble un peu à Catherine Deneuve, quand elle a une vingtaine d'années. Valérie réalise même un book avec un photographe professionnel dans l'espoir de quitter sa campagne et faire carrière à Paris. Sa maman Francine se souvient que les rêves de sa fille l'inquiétaient un peu. J'aimais pas trop parce qu'elle allait sur Paris et c'est vrai que moi ça me plaisait pas trop, parce que je trouvais que c'était pas... Je suis un petit peu vieille France. Mais finalement, le destin de Valérie sera tout autre. À 20 ans, la jeune femme tombe folle amoureuse d'un homme. Et 2 ans plus tard, c'est l'arrivée d'un bébé. Harmonie. Mais ce qui devait sonner comme un grand bonheur va en réalité être un premier coup dur dans la vie de Valérie. Sa belle famille avait tendance à se mêler un peu trop du ménage, quoi, de comment il fallait faire à manger, faire la lessive, talalaire. Avec la belle famille, ça n'allait pas. Valérie m'a dit, maman, je reviens. Elle a tout cassé. Elle était enceinte d'Harmonie. Séparée du papa d'Harmonie, Valérie décide de s'installer à Berck-sur-Mer. Pour subvenir aux besoins de sa petite fille, elle trouve un emploi de secrétaire médicale. Mais très vite, Valérie a du mal à concilier sa vie de maman célibataire à ce travail particulièrement prenant. Elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas tenir la charge de ce travail. Valérie m'avait dit, mais maman, je ne suis pas capable. Valérie, si vive et si joyeuse, perd peu à peu goût à la vie. Elle tombe alors en profonde dépression. Elle grossit, elle prend des antidépresseurs. Disons qu'en maxi 4 ans, elle a complètement changé, quoi. Elle faisait pizza canapé, plus c'est caché, elle regardait la télé, elle bougeait plus, quoi. D'un côté, il y a cette maman qui est triste, qui est dans une situation de sa vie un peu compliquée et un peu en prise avec la dépression. Et puis il y a Harmonie, qui porte magnifiquement son prénom. Oui, et qui reflète ses qualités. C'est une jeune fille harmonieuse, effectivement. Elle est liante, elle est conciliante, elle est arrangeante, elle aime les gens. Harmonie Trouillet n'a que 17 ans, et pourtant à la maison, c'est bien elle, la plus responsable. Il y a une relation fusionnelle entre la maman et la fille, c'est un fait. Beaucoup d'amour exprimé, et on le voit d'autant plus du côté d'Harmonie. Effectivement, elle laisse des petits post-it. Des petits mots doux, des petits mots gentils, des petits bisous, des choses comme ça. Mais je trouve que c'était beau. Elle est très débrouillarde, Harmonie. Elle ne veut pas dépendre des autres. Elle sait que sa maman est dans une situation compliquée. Et donc, naturellement, évidemment, il faut qu'elle l'aide. Elle était un petit peu une petite ménagère avant l'âge. Elle allait chercher ce qu'il fallait au supermarché. Elle faisait le ménage. Ben, quelque part, oui, Harmonie, c'était la maman de Valérie. Mais Harmonie n'en oublie pas pour autant d'être une adolescente. Camille est sa meilleure amie. Elle se souvient de leur soirée passée à discuter de leur vie rêvée. En dessous de son lit en hauteur, il y avait un clic-clac et puis un coin bureau où souvent elle était assise sur la chaise et moi j'étais dans le clic-clac et puis on refaisait le monde et on se réinventait une nouvelle vie, on s'imaginait des années plus tard.
chacun avec notre vie. Elle disait, tu sais, mais j'aurai des enfants, tu connaîtras mes enfants. Mais pas tout de suite, il faut que je fasse ma situation. Harmonie adore les enfants. Fraîchement diplômée d'un BEP en carrière sanitaire et sociale, la jeune fille fait du babysitting pour se faire de l'argent de poche. Mais l'adolescente rêve de devenir puéricultrice. Elle avait une patience et puis elle avait ce côté, elle aimait ça se voit, quelqu'un qui a un contact direct avec les enfants. Chacun a son petit truc. Et elle avait ça. Harmonie Trouillet et sa maman Valérie formaient donc une famille unie malgré les galères. Mais le pire était à venir. Car les deux femmes, sauvagement tuées, connaissaient leur bourreau et elles ne se sont pas méfiées. À Berck-sur-Mer, la police judiciaire de Lille, dépêchée sur place, investit l'appartement des deux victimes. Et ce qui frappe les enquêteurs dès la porte d'entrée, c'est qu'ils ont affaire à des crimes hors normes. On se rend compte, mais immédiatement, que la scène a été particulièrement horrible. Ça n'est pas juste en réalité deux corps décédés, ce sont des corps qui ont été massacrés. Retrouvée à demi-nue, Valérie Trouillet a perdu la vie dans la cuisine. Son corps ne présente aucune trace de brûlure, le feu ayant été stoppé à temps par les pompiers. Néanmoins, sur son visage, un grand nombre de plaies sont relevées par le médecin légiste. En ce qui concerne Valérie, le légiste va constater 7 plaies à la tête, 7 plaies vitales. L'adolescente, elle aussi, est retrouvée nue, face contre terre. Elle présente une dizaine de plaies à la tête. La violence des coups portés aux deux femmes, les traces de défense sur leurs mains, font penser aux légistes qu'elles ont vécu une longue et lente agonie. L'hypothèse qui sera émise en matière de médecine légale, c'est peut-être l'utilisation d'un marteau de couvreur. Qui à la fois a la singularité de contenir une face contondante, mais également un côté tranchant. Elles ont vu les coups arriver, bien sûr. Et donc elles ont tenté de se protéger, peut-être tenté de le désarmer. Ça, c'est pas impossible, hein. Dans un sursaut de survie. Mais bon, elles faisaient pas le poids. Mais vous allez le voir, l'horreur ne s'arrête pas là. L'expert va aussi mettre en évidence des traces d'ecchymose à l'intérieur des cuisses qui laissent suspecter qu'effectivement, à tout le moins, il y a eu une tentative d'agression sexuelle. Et les investigations qui seront diligentées par la suite sur le plan génétique vont démontrer que des actes de viol ont été commis. En effet, le légiste confirmera qu'Harmonie ainsi que sa maman Valérie ont toutes les deux été agressées sexuellement avant de décéder. C'est ce qui, en réalité, donne à ce dossier une dimension complètement folle. Personne ne comprend, personne ne saisit. Qui a voulu tuer cette maman et sa fille, mais surtout qui a voulu les massacrer à ce point? Et dans cette affaire, les enquêteurs vont vite avoir la conviction que Valérie et Harmonie connaissaient leur tortionnaire. En effet, dans le salon, ils relèvent des indices qui laissent penser qu'elles ont reçu un invité juste avant de se faire tuer. Il y a effectivement une petite scène de convivialité. Il reste du gâteau avec le couteau qui a servi à couper le gâteau, un peu de coca dans les verres, des mégots dans le cendrier. On a l'impression qu'effectivement, c'est passé un petit... On a bu un verre ensemble, on a mangé un morceau de gâteau. Et la porte n'a pas été ouverte par effraction, elle était ouverte. On a ouvert à l'agresseur. Quelqu'un qu'elle n'aurait pas connu, à cette heure-là, elle n'aurait pas ouvert. Donc elle devait être avec une connaissance, et je pense que c'est une soirée qui a dû mal tourner.
Bouteilles de soda, verres ou encore mégots de cigarettes, l'ensemble des objets retrouvés sur place est mis sous scellé. L'ADN du meurtrier s'y trouve peut-être. C'est ce que nous verrons plus tard. En attendant, dans le quartier où vivent les deux femmes, l'annonce de ce double meurtre fait grand bruit et inquiète les habitants. Berck est une toute petite ville, tout le monde se connaît. Personne n'imagine qu'une chose comme ça puisse se produire. Les gens se regardent et se disent, mais est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui habite un étage au-dessus, en dessous? Est-ce qu'on le croise? Et justement, cette affaire n'en a pas fini de traumatiser les habitants de Berck. Car le nom qui va surgir surprend tout le monde. Et pour cause, ce n'est pas n'importe lequel. C'est le nom du petit ami d'Harmonie Trouillet. À 17 ans, Harmonie Trouillet est follement amoureuse d'un garçon. L'élu de son cœur, c'est lui. Nous l'appellerons Julien. Il a 20 ans. Une relation amoureuse qui pourrait bien être à l'origine de ce drame. Pourtant, cette histoire avait démarré comme un véritable conte de fées. Oh, elle était très amoureuse de ce garçon. Oh là là, c'était... Et lui aussi. Parce qu'une fois, il m'a dit, ce sera la mère de mes enfants. Mon Dieu, pauvre gosse. C'était un jeune homme serviable et puis pareil, prêt à rendre service. Dès qu'il pouvait, c'était faire des cadeaux à Harmonie, l'emmener manger au restaurant. Valérie, la maman d'Harmonie, se prend d'affection pour ce garçon si prévenant envers sa fille. Alors lorsque Julien se retrouve sans logement, car il a quitté le domicile familial, c'est tout naturellement qu'elle lui propose de s'installer chez elle. Valérie, elle l'a accueilli comme si c'était son fils. Je veux dire, elle l'hébergeait, elle le nourrissait. Elle l'a fait avec générosité. C'est une situation plutôt confortable pour lui. Puis surtout, il peut habiter avec Harmonie, avec laquelle il a une relation a priori assez intense. Mais voilà, après 4 ans et demi d'idylle passionnée, Harmonie découvre que Julien n'est plus le prince charmant des débuts. Il va tromper Harmonie, va avoir une relation avec une autre jeune femme. Harmonie va le savoir et elle est profondément blessée parce qu'effectivement, c'est son premier amour. Le cœur brisé, la jeune fille demande alors à Julien de quitter immédiatement l'appartement. Le jeune homme, déscolarisé et sans emploi à l'époque, perd ainsi non seulement sa petite amie, mais aussi un certain confort de vie. Ben, il était nourri, logé, chauffé, enfin tout, quoi. Et même habillé. Parce qu'elle... Oui. Il était, on va dire, il était entretenu. Une rupture qui intervient tout juste 6 mois avant les meurtres des deux femmes. Alors, Julien s'en est-il pris à Harmonie et Valérie pour se venger d'avoir été éconduit et mis à la porte? Pour Francine, la grand-mère, c'est plus que possible. Nous, entre nous, on disait ça peut être que lui. Mais on n'avait pas de preuves. Les enquêteurs de la police judiciaire ne vont pas tarder à collecter des informations sur ce garçon décrit comme instable. Et un témoignage en particulier va accréditer la thèse du crime passionnel. Il y a une copine d'Harmonie qui a relaté aux enquêteurs une scène où il aurait poussé et giflé Harmonie. Et Harmonie donc lui avait confié qu'elle en avait peur et qu'elle faisait tout pour l'éviter. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours avant le drame, des voisins racontent que le jeune homme avait fait un scandale dans la résidence des deux femmes pour reconquérir le cœur d'Harmonie. Ce jeune garçon était venu pour tenter de force de voir Harmonie. Il avait tambouriné à la porte. Et Harmonie n'avait pas ouvert. Et
Ça avait fait du tapage dans le quartier et des voisins s'en étaient plaints d'ailleurs. Julien fait désormais figure de suspect numéro 1. Les policiers décident d'aller faire une perquisition et ils vont découvrir 3 paires de chaussures ensanglantées. Là, les policiers n'osent même pas y croire. Donc il est placé en garde à vue. Alors, s'agirait-il du sang d'Harmonie et de Valérie sur ses chaussures? Ce jeune homme à peine sorti de l'adolescence pourrait-il être le monstre froid qui a ôté la vie aux 2 femmes? Tout laisse à croire que les policiers sont sur la bonne piste. Ils détiennent des témoins, du sang et un mobile. Pourtant, tout va s'effondrer. Car, manque de chance, Julien, le petit ami d'Harmonie Trouillet, a un alibi béton pour la soirée des meurtres. Effectivement, il explique aux policiers qu'il regardait un match de foot avec des copains. Vérification faite, il y avait bien un match de foot ce soir-là. Et vérification faite encore, les copains qu'il a cités devant les policiers ont confirmé qu'il était bien présent pendant ce match de foot regardé donc devant la télévision. Et puis, les résultats des expertises ADN tombent. Le sang retrouvé sur les baskets de Julien n'appartient ni à Valérie, ni à Harmonie. Selon le jeune homme, il s'agit donc d'une terrible méprise. Pour lui, ces meurtres sont l'œuvre d'un autre, et il va donner un nom aux enquêteurs. Il va lâcher un nom de quelqu'un qui pourrait être un suspect, Stéphane Gros. Stéphane Gros, il le connaît parce qu'il l'a vu lorsqu'il vivait chez Valérie et Harmonie. Il passait de temps en temps. Stéphane Gros. Ce nom est une énigme, car jusque-là, au cours de leurs investigations, les enquêteurs n'avaient jamais entendu parler de cet individu. C'est quelqu'un qui arrive, peut-on le dire, dans l'audition de Sébastien, un peu comme un cheveu sur la soupe. Et quand on essaye de reconstituer le puzzle de la vie de Valérie et Harmonie, Stéphane Gros, on ne sait pas trop où le placer. Même le frère de Valérie, Philippe, et son épouse Christine ne connaissent pas cet homme. Installés à plusieurs kilomètres de Berck, ils décident de mener leur petite enquête à distance. On a des amis sur Berck et tout de suite on appelle, on appelle pour savoir s'ils connaissent. Et là, on nous dit oui, on le connaît, mais ils sont fort étonnés que ce soit lui aussi, parce qu'il me dit c'est un petit gringalet. Il nous trouve une photo de lui et c'est vrai qu'à voir la tête, franchement, on est très, très surpris. On s'attend à voir une grosse brute, parce que Stéphane Gros, il est épais comme un sandwich SNCF. Mais comme le frère de Valérie ne va pas tarder à le découvrir, à Berck, Stéphane Gros n'est pas si inconnu que cela. Et il n'y a a priori rien de suspect chez cet homme, intérimaire, dans une entreprise de menuiserie. Il a bonne réputation auprès de ses collègues et de ses voisins. La rumeur locale décrit un type sympa, que tout le monde aime bien, qui fait un peu d'humanitaire, qui transporte les enfants handicapés le week-end avec un mini-car. C'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues. Stéphane Gros, il a sa petite vie, ça tourne bien. Son employeur n'en dit que du bien, ses collègues de travail aussi. C'est pas le profil d'un tueur a priori. D'autant que Stéphane Gros est décrit comme un bon père de famille. Le trentenaire vit depuis 2 ans en concubinage avec Nicole, déjà maman de 2 enfants, nés d'une précédente union. Le couple vient de donner naissance à un petit garçon. Linda, une amie qui souhaite garder l'anonymat, se souvient du bonheur de Stéphane à l'arrivée de cet enfant. C'était un papa très doux, très attentionné avec son fils. Il aidait sa femme des fois avec le petit, pas de souci.
Ils allaient se promener souvent ensemble, ils venaient souvent ensemble à la maison avec les petits. C'est à cette époque que Valérie et Harmonie Trouillet vont entrer dans la vie de Stéphane Gros et de sa compagne. Tous habitent le même quartier et ils ne vont pas tarder à nouer une solide amitié. Valérie et Stéphane Gros se sont rencontrés au bar PMU où Valérie va acheter ses cigarettes. Ils ont sympathisé, donc en fait, on se connaît bien. Valérie rencontre la compagne de Stéphane Gros et Harmonie va être amenée à faire du babysitting chez le couple. Harmonie va garder l'enfant chez eux. Il vient régulièrement rendre visite à Valérie et boire un verre chez elle. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de son entourage proche. C'est une période heureuse, une période où ni Valérie ni Harmonie ne se doutent qu'elles ont peut-être laissé entrer le diable dans leur vie. Car vous allez le voir, des éléments vont s'accumuler contre Stéphane Gros et ils sont accablants. Souvenez-vous, dans le petit appartement berquois, les enquêteurs avaient retrouvé des mégots, des verres, ainsi qu'une bouteille de white spirit. Ces éléments ont été analysés par les experts scientifiques et l'ADN a parlé. Stéphane était bien sur la scène de crime. On va retrouver ses ADN sur un mégot, ce qui prouve qu'il était là ce soir-là, et sur le bidon d'essence. L'ADN sur un mégot, ça peut tout et rien dire. Il y a plusieurs mégots, il a pu venir, il a pu passer. L'ADN sur le bidon de White Spirit, déjà ça pose question. Mais c'est l'ADN prélevé sur les corps des victimes qui va définitivement sceller le sort de Stéphane Gros. On va retrouver dans les écouvillons vaginaux de Valérie et d'Harmonie de l'ADN de Stéphane Gros. Donc ça veut dire que, évidemment, il y a eu des agressions sexuelles, il y a eu viol. Ça signe évidemment, de manière certaine, l'implication de cet homme dans ces faits. Pour les enquêteurs, c'est la stupéfaction. L'image du bon père de famille de Stéphane Gros ne serait en réalité qu'une façade. Le 17 octobre 2006, soit un mois après les faits, l'homme est interpellé et placé en garde à vue. Stéphane Gros fait figure de suspect numéro 1. Et pourtant en garde à vue, loin de se démonter, voici ce qu'il raconte sur son emploi du temps de la soirée du 19 septembre, jour où Harmonie et Valérie ont perdu la vie. Les premières dépositions de Stéphane Gros, en fait, vont être une dénégation totale. Il va fournir d'ailleurs un emploi du temps. Il est passé ce jour-là chez Valérie. Il a fumé une cigarette avec elle, peut-être a-t-il bu un verre d'ailleurs. Il va expliquer qu'il est parti de chez Valérie avant 19h et qu'il serait rentré chez lui. Selon Stéphane Gros, sa visite chez les deux femmes expliquerait la présence de son ADN sur la scène de crime et prouverait également qu'il n'était pas présent au moment des meurtres. Seulement voilà, quelque chose cloche. Valérie et Harmonie Trouillet n'étaient pas chez elles aux alentours de 19h. On sait par exemple que Valérie Trouillet et Harmonie sont allés faire des courses dans un supermarché et qu'à 19h, ils étaient dans le supermarché. Et on a le ticket caisse qui est à 18h56. Donc là, on est en flagrant délit de mensonge, puisqu'elle ne pouvait pas être à 18h45 à leur domicile parce qu'elles étaient au supermarché. Stéphane Gros ment. Et si on ajoute à cela son ADN retrouvé sur le corps des victimes, l'homme est en mauvaise posture. Et pourtant, le suspect ne va pas changer de version. Il va contester envers et contre tout contact sexuel entre lui et ses victimes, malgré les prélèvements génétiques qui démontrent le contraire. Pour les proches de Stéphane Gros, l'homme qu'ils connaissent serait incapable de faire preuve de violence.
Tout de suite, on a dit c'est pas lui. Il peut pas avoir fait ça. Il n'a pas le tempérament à faire ça. Il aurait jamais pu s'en prendre à des femmes, puis c'était des amis à Stéphane, donc mais il s'en prendrait jamais à des amis. Et en plus, eux, ils ont eu l'ADN, pour eux, ils ont eu qu'un suspect, c'était Stéphane, quoi. Ils n'ont pas cherché autrement. Alors s'agit-il d'une terrible méprise? Pour les enquêteurs, c'est peu probable. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont découvert que Valérie et Harmonie Trouillet ne seraient apparemment pas les seules victimes de Stéphane Gros. En réalité, le suspect présenterait deux visages. D'un côté, celui d'un père de famille, bon camarade, et de l'autre, celui d'un homme violent. On n'a pas dans le casier judiciaire de cet homme de marque de condamnation pour des faits de violence qui permettrait de dire on a affaire à un profil violent sur le plan judiciaire. En revanche, quand on creuse sur sa personnalité, sur les relations qu'il a avec son voisinage, sur les incidents qu'il a pu rencontrer, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est doté d'une grande impulsivité. Ainsi, une voisine va témoigner avoir été victime de l'agressivité du Berquois. Nous sommes plusieurs années avant le drame. Ce jour-là, cette femme accoste Stéphane Gros pour lui faire part d'un petit problème de voisinage. Et là, la conversation tourne mal. Elle était venue pour lui demander de s'occuper de son chien et de faire en sorte qu'il ne dérange pas tout le monde. Et elle a fini avec une clé de bras. Il a été violent avec cette voisine qui venait juste lui demander que son chien arrête d'aboyer. On est face à quelqu'un qui est prêt à exploser, en fait. C'est une espèce presque de grenade dégoupillée. Décrit comme colérique, impulsif et violent, ce serait surtout envers ses compagnes que Stéphane Gros se montrerait le plus dangereux. Pour Enquête criminelle, nous avons recueilli un témoignage exclusif, celui de l'ex-belle-fille de Stéphane Gros. Nous l'appellerons Sandra. Pendant 4 ans, elle a partagé le quotidien de cet homme et aurait vu sa mère souffrir sous les coups de celui qu'elle décrit comme un véritable bourreau. Ça pouvait partir de tout et n'importe quoi. Ma mère, une fois, elle a mal repassé sa chemise. Il est rentré en colère, lui a jeté le fer au visage. Quel genre d'homme est capable de casser un nez parce que sa chemise n'allait pas bien repasser? Faut être fou. Une déflagration de violence qui aurait atteint son paroxysme un soir de juin 2001. Selon Sandra, ce soir-là, son petit frère âgé de 6 ans se serait réveillé suite à un cauchemar. L'enfant se serait dirigé vers la chambre de sa maman. C'est là, dans la pénombre, qu'il aurait été témoin d'une scène à glacer le sang. Stéphane Gros avec un couteau dans la chambre de ma mère. Et je pense pas qu'il vient lui faire un câlin avec un couteau dans la chambre. Et mon frère écrit pour réveiller ma mère à ce moment-là parce qu'il sait pas ce qui va se passer. Je pense qu'il aurait été capable de la tuer peut-être. Vous imaginez le réveil brutal de cette femme qui voit cet homme-là, son compagnon, au-dessus d'elle avec ce couteau. Mais c'est un cauchemar. Elle doit se demander si elle rêve encore ou si elle est éveillée. Cette femme, qui selon sa fille serait passée à 2 doigts de la mort, ne trouvera pas le courage de porter plainte de peur des représailles. Elle n'en parle pas, pourquoi? Parce que malheureusement, il y a toute une série de femmes qui sont victimes ou de violences sexuelles ou de violences comme celle-ci qui ne parlent pas, qui ne disent rien, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont sous emprise. Puis alors après, il y a un climat de menace qui font que ces jeunes femmes, ces femmes ne vont pas déposer plainte. Donc c'est lisse, on ne voit pas, ça ne transparaît pas de la vie de Stéphane Gros. Et la mère de Sandra n'aurait pas été la seule femme de la vie de Stéphane Gros à garder le silence. Plusieurs des anciennes compagnes du suspect auraient été victimes de sa violence. Des enquêteurs vont interroger beaucoup de ses ex-compagnes, puisque c'était vraiment un homme qui collectionnait un peu les conquêtes féminines. Et toutes
vont quand même faire le portrait d'un homme extrêmement impulsif et violent. C'était un homme à femme, mais qui n'aimait pas les femmes. Alors, Stéphane Gros s'en est-il pris à Valérie et sa fille pour les mêmes raisons qui l'ont poussé à maltraiter ses ex-compagnes? Peu probable, car quelque chose ne colle pas. Les enquêteurs ont beau chercher, ils ne trouvent aucune trace de relation amoureuse entre Stéphane Gros et Valérie. Je ne vois pas ma sœur avec un type comme Stéphane Gros. Non pas que je sois fier, mais je connaissais ses goûts. Elle m'en aurait parlé. Si elle sortait avec lui... Je ne vois pas s'abandonner à un tel type. Et si finalement la cible de Stéphane Gros n'était pas Valérie? En effet, les proches des victimes ont de leur côté une hypothèse qui pourrait sembler invraisemblable. La première victime de Stéphane Gros serait en réalité la fille de Valérie, Harmonie. Souvenez-vous, Harmonie était la babysitter des enfants de Stéphane Gros et Nicole. Elle était d'ailleurs très attachée à eux. Il lui arrive même de passer entre midi et 2, juste pour prendre des nouvelles des enfants, voir si tout va bien. Elle s'intéresse aux enfants et donc elle vient souvent, elle passe souvent chez Nicole. Et si Harmonie avait été témoin de choses qu'elle n'aurait pas dû voir? Car il est très probable que Nicole ait elle aussi été victime de la violence de Stéphane Gros. C'est ce que pense Francine, la grand-mère, qui la connaît de vue. Quelques mois avant le drame, elle avait remarqué des traces suspectes sur son visage. Nicole avait des lunettes pour cacher ses saignants, on va dire. J'ai bien vu qu'elle était un peu marquée. Je pense que peut-être Harmonie s'était rendue compte de ce qu'était Stéphane Gros et que elle voulait protéger peut-être Nicole. L'adolescente aurait-elle été mêlée à un drame conjugal qui la dépassait? Harmonie était devenue la confidente de Nicole, malgré la différence d'âge. Et Nicole donc se confiait à Harmonie, elle lui expliquait qu'elle était victime de violences conjugales, violences dures, violences répétées. Il se peut qu'Harmonie ait conseillé à la femme de Gros de ne pas rester avec un type comme ça. Et justement, Nicole s'était décidée à suivre les conseils d'Harmonie. 3 mois avant le drame, le 23 juin 2006, la mère de famille avait poussé les portes du commissariat pour déposer une main courante. Voici ce qu'elle déclarait. Nous avons un enfant en commun de 13 mois. Je souhaite faire les démarches pour avoir la garde de mon enfant. Mon concubin est alcoolique, il boit chaque jour. Au cas où les coups se reproduisent, je n'hésiterai pas à porter plainte. Mais les coups ne se sont pas arrêtés pour autant. Harmonie a reçu d'autres confidences de Nicole, de coups et encore de coups. Et Harmonie était sur le point d'elle-même aller au commissariat pour dénoncer les violences commises par Stéphane à l'encontre de Nicole. Stéphane Gros aurait-il découvert le poteau rose? Et cette nuit du 19 septembre 2006, s'en serait-il pris à Harmonie et sa maman pour se venger? Après bien des réflexions, je pense qu'elle avait dit à Nicole qu'il fallait qu'elle parte, qu'elle ne reste pas avec un gars comme ça. L'autre, il a vu rouge. C'est peut-être pour ça que ce soir-là, il se dit « Eh bien, moi, on m'a trahi et je vais me venger. » Et donc, elle devient la femme à abattre. Elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Le mobile, il est là. C'est-à-dire que ce soir-là, il y est allé pour donner une leçon. La suite de l'histoire est connue de tous. Valérie et Harmonie auraient péri sous les coups de Stéphane Gros.
Mais voilà, en garde à vue, l'homme conteste formellement s'en être pris aux 2 femmes ainsi qu'à sa compagne, Nicole. Pour lui, la réalité est tout autre. Et le scénario qu'il va raconter aux policiers est des plus invraisemblables. Ce fameux 20 septembre 2006, Stéphane Gros ne se serait pas rendu chez Valérie Trouillet de son plein gré. Il prétend qu'il aurait été pris en otage par un dealer à qui Valérie et lui devaient de l'argent. Il affirme qu'il n'est pas l'auteur des coups portés. Selon lui, une fois arrivé à l'appartement des 2 femmes, les choses auraient mal tourné. Faute d'avoir pu récupérer son argent, le mystérieux dealer serait devenu violent. Valérie, elle est dans sa cuisine au moment où il rentre. Et aussitôt, eh bien, il y a l'homme qui va se jeter sur elle et qui va utiliser le marteau. Témoin gênant de la scène, Harmonie aurait subi le même sort que sa maman. Et pour justifier la présence de son ADN sur le corps des victimes, Stéphane Gros accuse son ravisseur de l'avoir forcé à violer les 2 femmes, ce qu'il nie avoir fait. Concernant le white spirit versé sur les victimes, voici ce qu'il raconte. Donc il explique en disant « on m'a demandé de le faire, je l'ai fait, mais j'ai refusé de mettre le feu au corps ». Évidemment, encore une fois, il se met à distance de l'atrocité des faits. À écouter Stéphane Gros, il n'aurait donc été qu'un simple spectateur des crimes. Et cette version, la famille de Valérie et Harmonie a beaucoup de mal à la digérer. Car ils ont à présent l'impression que Stéphane Gros cherche à salir la mémoire de Valérie. On dit tout et n'importe quoi. On a dit que Valérie se droguait. Il est arrivé de Valérie de fumer un petit joint le soir, mais c'était juste pour s'endormir. Mais ça faisait plus d'1 an qu'elle avait complètement arrêté. Et ceci a été prouvé de toute façon lors des analyses de sang. C'était pas une dépravée. C'était vraiment dégueulasse d'ajouter du mal au mal. Et alors que tous sont persuadés que Stéphane Gros ment et qu'il est bien le seul meurtrier des 2 femmes, Gilbert Collard, avocat de la défense à l'époque, va pointer du doigt un élément qui va semer le trouble. Un élément qui pourrait innocenter le principal suspect, Stéphane Gros. Sur les corps de Valérie et Harmonie, un nouvel indice aurait été découvert. On a découvert un second ADN qui n'est pas celui de l'accusé. On va retrouver effectivement sous les ongles de Valérie et dans les prélèvements génitaux d'Harmonie, non pas un ADN, mais en réalité un fragment d'ADN. Est-ce que ça ne démontre pas qu'il y avait effectivement, comme le disait l'accusé, quelqu'un d'autre? Ça pose une question, on se dit, à qui appartient-il? Est-ce qu'il y a eu vraiment un complice? Seulement l'ADN de ce supposé complice, trop dégradé, n'est pas identifiable. Stéphane Gros est donc mis seul en examen pour homicide volontaire, viol, accompagné de torture et actes de barbarie envers Valérie et Harmonie. Et alors que son procès est sur le point de s'ouvrir, vous allez voir que cette affaire est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Mercredi 11 mai 2011, soit 4 ans et demi après les meurtres, le procès de Stéphane Gros s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Omer. L'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Pour la famille d'Harmonie et Valérie Trouillet, l'enjeu est de taille. Il y a une grande fébrilité, il y a aussi beaucoup de courage, beaucoup de dignité sur le banc des parties civiles, mais il y a une énorme attente parce qu'on se dit que peut-être cet homme va enfin dire la vérité. Malheureusement,
Dans le box des accusés, Stéphane Gros ne semble pas disposé à dire la vérité. L'homme n'a pas changé de version. Pour lui, dans cette affaire, il n'est qu'une victime. Il est pris en otage par des individus qu'il ne connaît pas, pour qu'il endosse, à leur place, le crime. C'est-à-dire, je suis innocent, je n'ai rien commis et je m'en voudrais toute ma vie. Et d'ailleurs, l'accusé, pour prouver son innocence, a une carte en main. Souvenez-vous, un ADN inconnu avait été retrouvé sur les corps des 2 victimes. Forcément, ça va être un argument qui va être utilisé par la défense pour essayer d'appuyer la thèse de Stéphane Gros, de dire « j'étais pas seul » et vous voyez d'ailleurs, il y a un 2e ADN. Et vous allez voir que les avocats de la partie civile vont eux aussi sortir de leur manche une carte à laquelle personne ne s'attendait, une contre-expertise génétique. Elle révèle qu'il y aurait eu une erreur concernant l'ADN inconnu. En fait, il n'aurait pas été retrouvé sur le corps des victimes, mais sur le bouchon de la bouteille d'essence présente sur la scène de crime. Si on le retrouve dans les prélèvements vaginaux, on se dit, bon, effectivement, pose le problème du complice. Sur la bouteille, bah non, pas forcément. Il suffit qu'un des enquêteurs ait prélevé le bouchon sans mettre, par exemple, un gant pour laisser son ADN. Il suffit que dans un des laboratoires, au moment de la rupture des scellés, au moment où on le sort, que quelqu'un ait pu le toucher. Il est fort probable que ce soit un ADN de contamination. En gros, fermer le banc, c'est pas l'ADN d'un 2e tueur. Face à ce coup de théâtre, Stéphane Gros ne se démonte pas et campe sur ses positions. Une attitude que même son avocat a le plus grand mal à assumer devant la cour. Il va s'accrocher à cette version qu'on pourrait appeler la version de la prise d'otage. Cette thèse insoutenable, il faut bien le reconnaître, parce qu'elle n'est appuyée sur rien, il va la tenir jusqu'au bout. J'ai même essayé pendant le procès de le faire évoluer, en disant que peut-être s'il donnait une version plus cohérente, il pourrait obtenir un peu de compréhension de la part des jurés. Au 3e jour du procès, pour tenter d'arracher la vérité à Stéphane Gros, la présidente du tribunal va appeler à la barre sa compagne, Nicole, qui aurait également été victime de la violence de l'accusé. Elle veut absolument rentrer dans les méandres de l'esprit de cette compagne qui a forcément des choses à dire. La magistrate a une idée. Pour déstabiliser Nicole, elle décide de lui montrer une vidéo tournée par la police lors de la découverte de la scène de crime. Une stratégie qui pourrait se révéler payante. Ce film, c'est comme si vous rentriez directement de plein pied dans la réalité. Vous ouvrez la porte sur un monde qui va vous happer, ce monde de violence, d'horreur. Elle va voir cette fameuse vidéo de la scène de crime qui choque tout le monde, mais qui la choque elle aussi. Et à partir de ce moment, elle va s'adresser à Stéphane Gros. Et voici ce que Nicole va dire à son compagnon. Réagis, dis quelque chose. Je veux savoir, c'était nos amis. Elle est complètement bouleversée, elle lui dit de dire la vérité. Stéphane Gros dit « mais je suis innocent, ça fait 4 ans que je dis que je suis innocent ». Seulement rien n'y fait, Stéphane Gros campe sur ses positions et emportera sans doute la vérité avec lui en prison. Le jeudi 26 mai 2011, il est condamné à 30 années de réclusion criminelle, assortie de 22 ans de sûreté. Une peine loin de soulager les proches des victimes. Quand le verdict tombe, il ne se passe rien. Moi, j'attendais qu'ils nous disent la vérité, le pourquoi des choses, pour savoir, pour pouvoir mettre un nom sur tout ça, une raison, je veux dire. À Berck-sur-Mer, plus de 10 ans ont passé, mais le souvenir de Valérie et Harmonie hante toujours la petite commune. Un souvenir tellement fort que Francine, la maman de Valérie,
n'aspire qu'à une chose aujourd'hui, retrouver sa fille et sa petite fille Harmonie, partie trop tôt. Moi, de toute façon, je n'attends qu'une chose, c'est de partir. J'ai plus rien. Je me dis, il faut que je vive. Voilà. Alors, je fais une bonne figure, je dis rien. Mais il faut... Je suis obligée d'avancer puisque il veut pas me convoquer là-haut. Mardi 24 août 2021, Breuil-le-Vert, un bourg situé à 1 heure au nord de Paris, dans l'Oise. Les rues sont encore endormies. Comme tous les matins entre 7h et 8h, Jean-Christophe Piel, kinésithérapeute, fait un détour par son jardin pour s'occuper de ses rosiers avant d'aller travailler. Donc il était sorti de chez lui tailler son rosier parce qu'il aimait bien en emmener au cabinet et couper ses roses. Et il va en faire un petit bouquet pour décorer le cabinet de Liancourt où il exerce. À son insu, quelqu'un l'observe depuis déjà quelques minutes. Et depuis la haie, qui est située à 4-5 mètres en retrait, quelqu'un lui tire dessus, donc en pleine tête. Le kinésithérapeute s'effondre. Donc il gît dans une mare de sang, voilà, il y a du sang qui s'est répandu sur la pelouse. Il est inanimé, mais il est encore vivant. Surprise par la détonation, des voisines appellent immédiatement les secours. C'est dans un état d'urgence absolue que Jean-Christophe Piel est héliporté au CHU d'Amiens. Ses proches sont alors alertés. On m'appelle le mardi vers 10h et elle me dit voilà, ton frère n'est pas allé travailler ce matin, il s'est fait agresser devant chez lui, mais j'en sais pas plus. Je rappelle. Et là, en fait, c'était le numéro de son ami que j'avais revu il y a quelques années, qui m'explique que ce matin-là, il s'est pris une balle dans la tête, qu'il a été héliporté à Amiens et qu'il est entre la vie et la mort. Impossible pour les médecins d'extraire la balle enfoncée dans le cerveau. Le lendemain, malgré tous les soins, Jean-Christophe Piel décède. Assassiné, comme s'il s'agissait d'un contrat. Le kiné n'a même pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. C'est important aussi pour nous ça qu'il n'ait pas souffert, qu'il ne se soit pas rendu compte. Il ne sait pas qu'il est mort à 41 ans, il ne sait pas qu'il ne reverra jamais ses enfants. Voilà. Mais alors, qui a bien pu en vouloir à ce kinésithérapeute, en apparence sans histoire, au point de l'exécuter froidement, un beau matin de la fin août 2021. Au centre de toutes les interrogations, il y a cette femme, son épouse, Delphine Pinto. Quel rôle a eu cette mère de famille de 5 enfants, désormais veuve, dans la mort de son mari ? Cette dernière semaine, il est très heureux. En fait, pour ainsi dire, il n'a jamais été aussi heureux. C'est, je pense, le plus beau jour de mes 33 ans de vie. Et il n'arrêtait pas de nous dire « Ah, ça va être une belle semaine ». Sauf qu'il a pris une balle dans la tête le 24 août devant chez lui. Je pense vraiment que c'est un homme que j'ai autant aimé que détesté. Le message qui me reste en tête, c'est vraiment « Je vais faire de ta vie un enfer ». Pour tous les amis de Jean-Christophe, pour sa famille, le suspect du meurtre est évident. Le problème avec Jean-Christophe, c'est que ça pouvait être 2 hommes totalement différents. J'en démords pas, je pense qu'il a jamais touché personne de toute façon. Je pense que c'était ce qui était fait pour le détruire justement. Elle joue beaucoup sur l'apparence, sur le paraître. Elle est capable de tout. Est-ce que tout ça, en gros, n'est pas qu'un vulgaire montage de vengeance ? En ce 24 août 2021,
ce crime incompréhensible bouleverse la paisible commune de Breuil-le-Vert. La scène de crime est immédiatement gelée et confiée aux techniciens de la police scientifique. Alors les premières investigations débutent, les gendarmes cherchent, ils observent effectivement la façade, on ne retrouve rien. La balle qui a tué Jean-Christophe n'est pas ressortie du crâne et il n'y a eu qu'un seul tir. Aucun impact sur le mur, pas non plus de douille dans le jardin. Bref, aucun élément permettant de remonter jusqu'au tueur. Il n'y a rien à exploiter en termes de police technique et scientifique. Donc on a coutume de dire que quand il n'y a pas de vidéo, pas d'ADN et pas de téléphonie, l'enquête s'avère compliquée. Là, c'est le cas. La seule piste des gendarmes repose sur le témoignage malheureusement très vague des deux voisines immédiates. Ce qui est très curieux pour elles, c'est que avant ce coup de feu, rien du tout. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas entendu de bruit de dispute, elles n'ont pas entendu de cris, de heurts, rien du tout. Elles ont juste entendu ce coup de feu. Manifestement, quelqu'un l'attendait avec la claire intention de tuer. Le tireur a agi avec un sang-froid exceptionnel. Le tueur est venu pour abattre Jean-Christophe sans lui adresser la parole. C'est une exécution, c'est un travail de pro, quoi. Une balle qui touche sa cible et après le tireur repart. Enfin, c'est clinique, quoi. À partir du moment où les enquêteurs n'ont pas d'éléments, et ils vont poursuivre leurs investigations en s'intéressant à la victime. Il faut savoir qui est ce garçon qui est mort, pour essayer de comprendre qui peut lui en vouloir et quelle serait éventuellement la raison de ce crime, ce qu'on appelle le mobile. Jean-Christophe Piel, la victime, le voici. Ses amis nous ont confié de nombreuses vidéos où il apparaît tel qu'ils le connaissaient, c'est-à-dire sportif, joyeux et sympathique. Je laisse prendre un peu d'avance pour leur simuler qu'ils vont peut-être gagner. Et après, au dernier moment, tac, l'accélérateur, coup de rein et hop, on passe devant. Un homme dans la force de l'âge, au milieu de sa bande de copains qu'il retrouvait tous les week-ends. C'est le soutien qu'on attend quand ça va pas, c'est le soutien qu'on est content d'avoir quand tout va bien. Il était simple, il était transparent, on savait tout de lui parce qu'il savait rien cacher, il savait pas mentir. Au premier abord, la vie privée de Jean-Christophe Piel ne semble donc pas présenter d'aspérité. 8 ans plus tôt, il s'est marié avec la femme de sa vie, Delphine. Vous allez vous promettre respect, amour et fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Quand on voit la cérémonie, on se dit tout de suite l'amour parfait, ça existe, les âmes sœurs. Que l'amour existe, quoi, tout simplement, et que les belles histoires, ça peut arriver à tout âge. C'est, je pense, le plus beau jour de mes 33 ans de vie. Aujourd'hui, vous êtes tous réunis pour nous. Nous avons pu rencontrer Delphine, l'épouse de Jean-Christophe. Pour nous, elle a accepté de revenir sur toute cette affaire, dans laquelle vous allez le découvrir plus tard, elle va jouer un rôle capital. Forcément, quand on se marie, on a envie que ça dure pour toujours. Hein. Je croyais, en tout cas, en une belle histoire, hein, respectueuse. On avait envie que ça fonctionne, en tout cas. Qui est vraiment Delphine Pinto, à laquelle Jean-Christophe le kiné de Liancourt s'était lié pour la vie? À l'époque, le couple avait déjà 4 enfants de leurs unions précédentes. 3 adolescents pour Delphine et un petit garçon du côté de Jean-Christophe. Ça commençait à faire famille nombreuse. Après, ça lui faisait pas peur. Il disait mais non. Enfin, quand il y a de l'amour, ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Il s'impliquait vraiment dans leur vie. Camille, la fille aînée de Delphine, va bien accepter l'arrivée de ce nouveau beau-père. Elle éprouve même très vite de l'affection pour Jean-Christophe. Jean-Christophe a toujours considéré, même dès le départ, comme ses enfants, et on ferait toujours intégralement partie de sa vie. Hein. Ça, il nous l'a toujours dit, répété, répété. Il n'a jamais été avare sur les je t'aime ou ce genre de choses, quoi. Donc,
Jean-Christophe ne se contentera pas d'être simplement un beau-père, il va officiellement adopter les enfants de sa femme. Et un peu plus tard, 2 petites filles, cette fois fruits de leur union, vont venir s'ajouter pour former une grande fratrie. Une vie de famille recomposée, en apparence idéale. Alors, que s'est-il passé? Dans quelle direction chercher? Qui peut venir froidement assassiner un homme dans son jardin un beau matin d'été? À Liancourt, où il exerce depuis 20 ans, la nouvelle fait grand bruit. Ce kiné était particulièrement apprécié, notamment de ses associés. Ils étaient unanimes pour souligner la bonté de JC. Le discours, c'était que JC, il n'était pas gentil, c'était la gentillesse et ça colle parfaitement au personnage. Auprès de ses patients, Jean-Christophe ne compte ni ses heures ni son implication, même pour les cas considérés comme perdus d'avance. Ainsi, ses proches se souviennent d'un petit enfant sauvé alors que son pronostic était pessimiste. On leur disait mais non, il ne remarchera jamais votre fils. Et Jean-Christophe, il a pris le temps de s'en occuper pendant 10 mois. Et le petit a remarché et grâce à lui, il remarchait. Ils lui ont amené des dessins de leur enfant. Enfin, non, ça les a vraiment... Il y a vraiment beaucoup de monde que ça a touché. En général, un kiné, c'est quelqu'un qui vous sauve, qui vous réadapte, qui vous permet de remarcher, qui vous permet de soulager des douleurs. Donc, a priori, ça vient pas de là. On ne voit pas vraiment qui pourrait être assez motivé, qui pourrait en vouloir assez à ce kiné sans histoire pour lui mettre une balle dans la tête. Donc là, on ne comprend pas pourquoi c'est tombé sur lui. Témoignages élogieux, aucun ennemi connu, mais il y a tout de même un élément qui cloche dans la personnalité de la victime. En passant son nom dans leur fichier, les enquêteurs découvrent une facette à laquelle personne ne s'attendait. Dans le passé, l'homme a été soupçonné d'être un violeur d'enfants. Les gendarmes découvrent qu'il est connu pour 3 affaires de pédophilie, d'agression sexuelle, ce qui change complètement la donne. La gentille victime d'un seul coup apparaît comme quelqu'un connu des services de police pour une affaire de mœurs, et pas n'importe quelle affaire de mœurs, il s'agit d'affaires de pédophilie. Cet homme idéal cacherait-il un pervers particulièrement dangereux? En tout cas, en 2018, 3 ans avant sa mort, les gendarmes l'avaient placé une première fois en garde à vue. Il sera considéré aux yeux du magistrat instructeur l'existence d'indices graves et concordants qui ont justifié la mise en examen de Jean-Christophe Piel. Il s'agirait donc d'une affaire d'inceste à l'encontre de sa fille. Cette fille que nous voyons sur ces images lors de son baptême. À l'époque des faits supposés, elle avait tout juste 3 ans. À l'origine de ces soupçons contre Jean-Christophe Piel, il y avait une dénonciation, une plainte contre lui, émanant de sa propre épouse, Delphine Pinto. Celle qui dénonce les faits qui lui ont valu cette mise en examen, c'est sa propre épouse, Delphine. Elle a d'abord, en un premier temps, contacté les services d'aide à l'enfance, les services sociaux. Elle dénonce des faits extrêmement graves. Alors évidemment, elle dénonce son mari, mais elle le dénonce sur des faits de viol ou d'agression sexuelle. Donc elle a l'attitude, le comportement d'une bonne mère. Ces accusations reposent exclusivement sur les déclarations de Delphine Pinto. Lorsque nous l'avons rencontrée, voici ce qu'elle nous dit avoir vu. Je rentre à la maison et je vois Jean-Christophe dans la baignoire nu avec l'une de nos filles, en érection. C'est à partir des accusations portées par sa femme que Jean-Christophe est mis en examen. Les faits sont gravissimes, mais sont-ils vrais? Il disait j'ai fait apparemment des gestes qui ont été mal interprétés dans le bain, mais tous les pères prennent des bains avec leurs enfants, filles ou garçons. La justice ne semble pas totalement convaincue.
et ne demande pas l'incarcération de Jean-Christophe, simplement sa mise à l'écart de la famille. À la fin de sa garde à vue, il est déféré, présenté à un juge d'instruction qui va considérer qu'il y a suffisamment d'éléments pour le mettre en examen, mais qui va le placer sous contrôle judiciaire. À partir de cet instant, il n'a plus le droit d'aller chez lui, il n'a plus le droit de voir ses enfants. Il doit aller pointer tous les mardis soirs, tous les vendredis soirs en gendarmerie. Il a interdiction au cabinet de kiné de travailler sur des mineurs, puisqu'il est accusé d'attouchement sur des mineurs. La mesure semble tout à fait logique. Un an plus tard, en 2019, 2 nouvelles plaintes seront déposées contre Jean-Christophe Piel. Là encore, les accusations émanent du cercle familial. 2 enfants de son épouse, parmi ceux que Jean-Christophe avait adoptés, l'accusent de viol. Et voici comment Delphine Pinto, lorsque nous l'avons rencontrée, nous a présenté les faits. C'était plus un bain où il disait qu'il n'avait pas fait exprès. On parlait de viol, on parlait d'agression sexuelle. Ça, c'est quelque chose où on ne peut pas faire exprès ou semblant ou pas savoir. Donc on passe du délictuel au criminel. Et là, il encourt une peine de prison extrêmement lourde et surtout, il est passible de comparaître devant une cour d'assises. C'est un crime, le viol est un crime. Pour Jean-Christophe Piel, une deuxième garde à vue s'engage alors. Cette fois-ci, elle est plus musclée. Pour Camille, le beau-père idéal tombe de son piédestal. Je tombe des nues, tout simplement. Et donc là, on a vraiment une colère qui monte contre Jean-Christophe. Il faut qu'il paye, il faut que justice soit faite. Et je l'insulte de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Hein. Donc il nous a menti. Et puis, en fait, c'est pas du tout quelqu'un de bien. Il y a comme une dissonance avec ce qu'on nous a présenté avant. Le gars hyper lisse, positif, sourieur, blagueur, etc. aurait une face sombre qui est celle de son foyer quand il se retrouve avec ses enfants. Son portrait change du tout au tout à ce moment-là. Difficile en fait d'y voir clair dans ce huis clos familial. Lorsque nous rencontrons Delphine Pinto, son mari est mort assassiné dans son jardin depuis 6 mois. Et voici le portrait qu'elle en fait. Le problème avec Jean-Christophe, c'est que ça pouvait être 2 hommes totalement différents. Ça pouvait être vraiment cet homme attentionné, serviable, qui était là. On sentait que dans ses bras, il ne pouvait rien nous arriver. Il ne pouvait rien m'arriver. Et à la fois, ça pouvait être cet homme qui n'a pas ce qu'il veut, alors il se met à être agressif. En l'absence de preuves, comment démêler le vrai du faux ? En 2018, le juge d'instruction ordonne une expertise psychiatrique. Les rapports d'expertise n'étaient pas rassurants sur la personnalité de Jean-Christophe Piel. Les rapports d'expertise avaient cette tendance à conforter les accusations portées contre Jean-Christophe Piel. Le psychiatre voit en Jean-Christophe quelqu'un de pervers, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui a des travers dans sa sexualité. Enfin, le rapport est accablant pour lui, il est dans la norme des pédophiles. Sur la foi de ce rapport, les enquêteurs pensent faire face à un grand manipulateur, un prédateur sexuel. Donc il est accusé très concrètement d'être un pervers et d'être attiré par les enfants. Et la difficulté qu'on a, c'est que justement, il travaille beaucoup avec des enfants. Si c'est un pervers, il a des enfants sous les mains toute la journée, quasiment. Pour détecter les éventuelles perversions du kiné de Liancourt, les enquêteurs vont éplucher les dossiers médicaux de ses clients. Sur l'ensemble de ces patients mineurs, combien de victimes vont-ils découvrir ? Et surtout, est-ce que derrière l'une d'entre elles ne se cacherait pas le futur assassin qui aurait agi par vengeance ? Les gendarmes interrogent un à un les anciens jeunes patients du kiné. Or, les résultats sont très clairs. Aucune atteinte recensée, aucun geste déplacé, pas le moindre soupçon.
Il n'y avait jamais eu aucune plainte de parents de quoi que ce soit de déplacé. Enfin, personne n'a eu de doute directement. Tout le monde l'a soutenu, même au niveau de ses collègues de travail. Au cabinet, personne ne s'est jamais plaint de rien. Il n'y a aucune plainte, il n'y a aucune allusion, il n'y a aucune rumeur, il n'y a rien du tout. En 20 ans, dans son cadre professionnel, les gendarmes ne trouvent aucune preuve d'un moindre écart que Jean-Christophe aurait pu commettre. Reste une piste à explorer. Et si le kiné agissait strictement dans le cadre privé et familial? Les enquêteurs sont perplexes. Ils vont entendre les précédentes compagnes de Jean-Christophe, qui ont des enfants, qui ont vécu avec lui. Ces femmes n'ont pas remarqué le moindre geste déplacé de la part de Jean-Christophe. Je veux bien qu'on puisse être le mec extraordinaire toute la journée, devenir le monstre le soir, une fois qu'on est à l'intérieur de son petit domicile, ce qu'on appelle la zone de confort. C'est possible, évidemment. Mais ça paraît énorme, quoi. Laurent, l'ex-mari de Delphine, père biologique de ses premiers enfants, a lui aussi été entendu. On pourrait imaginer qu'il soit témoin à charge. Or, c'est l'inverse. Pour lui, l'hypothèse d'un Jean-Christophe pédophile ne tient pas la route. J'ai eu des doutes, tu sais, la parole se dit, donc t'écoutes un petit peu. Tu dis, ouais, il aurait fait ça à la petite. Quand même, franchement, je pensais pas ça de lui, puis tu réfléchis, puis on en parle avec d'autres. Puis je dis, ouais, mais non, c'est pas le type de Jean-Christophe, c'est pas possible. En sachant comment il est mentalement avec les gens quand il discute, les discussions qu'on a avec, les gestes, comment il parle aux gens. Les enquêteurs sont perplexes. Quoi qu'il en soit, le magistrat ne demande pas son placement en détention. Le juge d'instruction va ordonner une contre-expertise qui va dire exactement le contraire de la première. C'est-à-dire que là, il est parfaitement normal, il n'a pas de tendance perverse, il n'est pas obsédé sexuel, il n'a pas de déviance sexuelle, il est normal. Quand on essaie de comprendre pourquoi on a ce problème d'attouchement à la maison et pourquoi ça n'existe pas ailleurs que chez lui, quand on essaie de comprendre ça, en fait, il faut se remettre dans la chronologie. On découvre que ces accusations, elles sortent un petit peu d'un seul coup. Et elles sortent à quel moment? Elles sortent au moment où Jean-Christophe décide de se séparer de sa femme. Le kiné assassiné est-il vraiment un pervers pédophile? Ou au contraire, se pourrait-il qu'il ait été victime d'une machination venue de son propre entourage? Car en effet, les enquêteurs vont découvrir que tous ces ennuis ont commencé le jour où il a annoncé à sa femme qu'il voulait la quitter. Nous sommes alors 3 ans et demi avant son décès. Frédéric a été le témoin clé de ce moment qui a tout fait basculer. C'est lors d'un séjour au ski que pour la première fois, son ami de 30 ans va tout lui confier. C'est ce week-end-là où il me dit vraiment, il me dit, voilà, maintenant j'ai compris, je suis pas heureux, je vois bien qu'elle m'aime pas et qu'il y a quelque chose qui va pas et je peux plus continuer comme ça. Et donc à ce moment-là, il décide de lui dire par SMS, voilà, ça doit se terminer et que quand il rentre, c'est pour officialiser la rupture. Juste avant de partir à la montagne, Jean-Christophe avait d'ailleurs consulté une avocate pour entamer le divorce. Et là, lors de ce week-end au ski, il l'annonce à sa femme par SMS. Sa décision semble irrévocable. Je vois un petit peu les SMS de Delphine qui viennent en retour à cette annonce-là. Et le message qui me reste en tête, c'est vraiment « je vais faire de ta vie un enfer ». Et c'est ainsi qu'à peine 5 jours plus tard, ces accusations terribles d'inceste seront portées contre Jean-Christophe par ses propres enfants, avec peut-être derrière la main de leur maman. Il est rentré chez lui le vendredi soir du travail. Les gendarmes sont arrivés pour venir le chercher. Il a dit à ses enfants, papa revient vite, quoi. Et il les a jamais revus depuis ce jour-là. C'est horrible. À la sortie de sa garde à vue en février 2018, Jean-Christophe Piel n'a plus le droit d'approcher ni sa famille, ni sa femme. Pour lui, l'enfer commence.
Et je fais quand même le lien avec le SMS que j'ai lu, où elle disait effectivement je vais faire de ta vie un enfer. On se dit là, elle est en train de mettre en réalité ce qu'elle avait annoncé. Alors la question se pose. Delphine est-elle une épouse accablée, trahie par la soi-disant perversion de son mari? Ou bien serait-elle une mère sans scrupules, capable d'instrumentaliser ses enfants pour se venger? Nous avons interrogé Delphine Pinto sur les raisons de son divorce. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle préfère rester évasive. Je pense vraiment que Jean-Christophe m'a aimée. Les 3 premières années ont été magnifiques. On se disputait comme partout, mais vraiment les 3 premières années, tout a coulé. En réalité, si Jean-Christophe avait décidé de rompre, c'est parce qu'il venait d'apprendre des choses troublantes sur le passé de son épouse. En discutant avec une amie d'enfance de sa femme, il avait découvert avec effroi sa vraie nature. Il me dit je viens de faire 48 heures de garde à vue à cause d'elle, donc je veux savoir vraiment qui est ma femme. J'ai pas été surprise. Et je me rappelle lui avoir dit elle aura été jusque-là. Donc je lui ai dit écoute, si tu as des heures devant toi, on va se poser et on va en parler. Et donc je lui ai raconté tout ce que je savais. Cette amie d'enfance connaît Delphine Pinto depuis toujours. Les 2 femmes ont grandi dans le même village. Et elle va lui faire des révélations troublantes. En premier lieu, une vieille affaire concernant Delphine. Je lui ai dit écoute, je me rappelle d'une histoire qui s'était passée il y a quelques années, une femme qui avait été soupçonnée de meurtre sur son enfant, et est-ce que cette personne c'est toi? Et elle m'a dit oui. Ça remonte à une époque où elle avait 20 ans. Elle est soupçonnée d'avoir tué son enfant juste après la naissance. On lui a reproché à cette époque-là des mauvais traitements qui ont entraîné la mort de cet enfant. Pour autant, Delphine Pinto avait été innocentée et personne n'avait jamais su ce qu'il s'était réellement passé. En tout cas, grâce aux confidences de cette vieille amie, Jean-Christophe Piel comprend que Delphine serait une dissimulatrice, voire une mythomane. Il y avait beaucoup de choses dont il n'était pas au courant, donc le fait qu'elle ait des amants, le fait qu'elle s'invente une vie d'avocate, enfin beaucoup de choses. Jean-Christophe tombe des nues. Dans son dos, pendant qu'ils vivaient ensemble, sa femme aurait continué à s'inventer des vies. Quant aux amis de Jean-Christophe, ils se seraient bien rendus compte des mensonges petits et grands de Delphine, mais lorsqu'ils avaient voulu lui en parler, le jeune marié avait préféré ne rien savoir. Il la mettait sur un piédestal clairement et on pouvait tout lui dire qu'il ne le prenait pas en compte. Sa femme, c'était sa femme, c'était voilà, celle qu'il aimait. Les mensonges de Delphine Pinto et sa propension à la manipulation d'autrui ne datent pas d'hier. Bien avant de rencontrer Jean-Christophe Piel, elle avait trompé son monde avec une histoire abracadabrante. À l'époque, son fils est cloué au lit pour un problème de dos. On me dit que est malade, qu'il a une spondylolisthésis aggravée. C'est les vertèbres qui se tassent et le rachis qui se déplace. On est monté à Necker voir un spécialiste qui nous a annoncé que là, il fallait le plâtrer. Et pourquoi il me dit la colonne est cassée, c'est fini? Comment ça, mon fils, il n'a plus de colonne? Mais il aura du mal à marcher. Devant lui, j'essaye vraiment d'être le plus fort possible. Par contre, quand les enfants sont pas là, j'ai peur, je stresse, je pleure, je fais des recherches, je me renseigne. Pour tout parent, cette situation est un drame. Mais Delphine va exagérer la gravité de la maladie de son fils. Et cela
parce qu'elle a une idée en tête. Elle s'est montrée particulièrement machiavélique. Elle a monté une espèce d'usine à gaz pour récolter des fonds, en réalité. Qui souffre réellement de pathologies, mais elle a amplifié ces pathologies, a prétendu qu'il était gravement malade, qui nécessitait des soins très très onéreux. Et elle a tapé à toutes les portes pour collecter de l'argent. Clairement, son comportement est quasiment monstrueux. Qu'elle se sert d'une défaillance médicale de son fils pour se faire plaindre, pour récolter des fonds. Et elle a aucune morale. Delphine Pinto crée un site internet appelé Enfants sans enfance, avec une cagnotte en ligne, grâce à laquelle elle va récolter plus de 30 000 € pour sauver son fils, explique-t-elle. C'est vrai que quand tu regardais le truc, c'était quelque chose qui était dégénérescence. Donc tu te dis que de toute façon, ça ne pourra aller que plus mal tout au long de sa vie. Et en fait, non. Selon le stade où tu es et selon le nom, ça se répare très très bien. C'est une maladie dont on se guérit, il faut des traitements. Et d'ailleurs, la preuve en est, ce gamin s'en est sorti. Un gamin qui devait plus marcher, un gars. Il fait du catch, il fait du MMA. En résultat de cette histoire, c'est que toutes les victimes, toutes ces personnes qui se sont faites enfumer, entre guillemets, et qui ont donné de l'argent persuadés que c'était pour la bonne cause, ont monté une association, se sont retournés contre Delphine. Ils l'ont traînée devant un tribunal, exigeant le remboursement, plus les frais de justice. Et sans s'en apercevoir, la principale personne impactée dans cette histoire sera son futur mari, Jean-Christophe Piel. Car c'est précisément à travers ce garçon handicapé qu'il va faire la connaissance de Delphine. Le kiné le plus proche à Liancourt, c'est Jean-Christophe. Il se déplace, il vient le matin. C'est comme ça vraiment qu'il est rentré dans nos vies. C'était un très bon kiné et c'est quelque chose que personne ne peut lui reprocher. Donc je pense qu'il a sauvé mon fils. Et peut-être aussi moi. Au fur et à mesure des séances, Jean-Christophe et Delphine se rapprochent. Tant et si bien que moins de 2 ans plus tard, ils vont se marier. Avant d'être mon beau-fils aujourd'hui, c'était mon petit patient. J'ai commencé à soigner maintenant un peu plus de 2 ans. C'était le gentil kiné qui venait voir le petit garçon. Je voulais en plus pas me voir parce que forcément, encore le kiné qui vient m'embêter. Lui, en tant que professionnel de santé, il soigne. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est tout ce qui a été dit avant. Il ne sait évidemment pas qu'on a prétendu qu'il avait une maladie rare, extrêmement complexe, potentiellement mortelle, puisque ça a aussi été dit. Donc ça, il l'ignore complètement. Et puis le jour où Delphine est convoquée devant le tribunal correctionnel, Jean-Christophe l'accompagne. Et c'est là qu'il découvre le poteau rose. Le tribunal l'a condamné notamment à rembourser cette somme d'argent, et c'est Jean-Christophe qui a réglé l'addition. Avec ces informations sur le passé de Delphine, la justice aurait pu s'intéresser non plus à l'accusé, mais à son accusatrice, sa femme. Seulement, ce n'est pas si simple. On ne passe pas du jour au lendemain du statut de dangereux pédophile à celui de victime d'allégations mensongères. Elle a démontré qu'elle était capable de manipuler son gamin. Et bien évidemment, les gendarmes se demandent si elle n'a pas été capable de faire la même chose dans ces histoires d'agression sexuelle. Est-ce qu'elle n'a pas manipulé ses enfants pour qu'ils aient une sorte de discours cohérent sur les comportements déviants sexuels de Jean-Christophe? Donc est-ce que tout ça, en gros, n'est pas qu'un vulgaire montage de vengeance? J'en démords pas, je pense qu'il n'a jamais touché personne de toute façon. Et je pense que ça, c'est que du cinéma. Je pense que c'était ce qui était fait pour le détruire, justement. Pour détruire son image de marque et les gens qui étaient autour de lui. Je pense que c'est ça qu'elle a dû faire. Les 3 dernières années de la vie de Jean-Christophe seront bien l'enfer promis par Delphine. Il ne verra plus ses enfants. Il vivra dans un tout petit studio en location
qu'il aura à peine les moyens d'aménager. Voilà, il demande quasiment l'aumône à ses proches alors qu'il gagne très très bien sa vie, mais on a l'impression que tout l'argent, il est dans la maison où vivent ses enfants, où vit sa femme, et c'est pas lui qui en profite, quoi. Il sert de banque quasiment, jusqu'à plus avoir assez d'argent pour vivre lui-même. On a été en soutien, et il le montrait pas beaucoup, mais on voyait sur lui qu'il portait vraiment un lourd fardeau. Ouais. Malgré ce cataclysme, Jean-Christophe Piel espérait bien refaire sa vie amoureuse. Notamment lorsqu'il a rencontré une autre femme, Séverine. Mais cette nouvelle histoire d'amour va se révéler très compliquée. C'est au bout d'un mois qu'il m'a expliqué qu'il était en pleine séparation et que la séparation se passait très très mal et qu'il avait fait de la garde à vue. Séverine le croit totalement innocent et tombe amoureuse. Mais à chaque instant, une menace rôde, obligeant le jeune couple à se cacher pour se rencontrer. Quand on était ensemble, il y a eu sa voiture qui a eu une petite dégradation. Je sais qu'après ou avant, quelqu'un avait tenté de forcer sa porte. Et il était toujours à l'affût. Et il est un peu sur la défensive, et puis il a le sentiment d'être surveillé. Et il va le lui dire, d'ailleurs, il dit, écoute, voilà, moi, mon avenir immédiat, c'est peut-être la prison. Je suis innocent. C'est une cabale montée contre moi. Mais néanmoins, j'ai quand même peut-être une chance de me retrouver en prison. Je veux pas t'entraîner dans cette histoire. Comprenant que cette nouvelle histoire d'amour ne serait jamais sereine, au bout d'1 an et demi, Jean-Christophe se résigne à y mettre fin. Il m'a dit, j'ai des sentiments pour toi, je tiens à toi, mais je peux plus continuer, j'ai peur. Et je veux pas te gâcher ta vie, je veux pas que tu m'attendes si je suis mis en prison pour des faits dont je suis pas coupable. Il a voulu me protéger. La menace dont parle Séverine n'est pas qu'une illusion. Jean-Christophe va le découvrir à l'été 2021 lorsqu'il revoit la fille aînée de Delphine, Camille. Elle explique qu'elle a pris ses distances avec sa mère lorsqu'elle a compris que toute sa vie n'était qu'un immense mensonge. Maintenant, avec le recul et loin de cette emprise-là, je savais qu'il avait rien fait et que je le croyais. On a parlé vraiment pendant longuement. Tout ce que j'ai su, je lui ai dit aussi parce qu'il n'en avait pas conscience. Ce que Camille raconte alors à Jean-Christophe dépasse l'entendement. Elle lui révèle que ses jours sont en danger. Elle a assisté, dit-elle, à une scène diabolique, une réunion de tous les enfants qui aurait été orchestrée par Delphine. Delphine nous dit, quand il n'y a pas de casier derrière, ils ont du sursis ou un rappel à l'ordre, mais jamais il va payer sa faute. Et ce sera un crime impuni, et derrière, peut-être qu'il redemandera des visites avec les petites, et que ça peut être un cercle vicieux qui se répète. Ce soir-là, Delphine aurait proposé à ses grands-enfants une mesure radicale pour éliminer ce soi-disant pédophile. Elle commence à nous dire, la seule solution, c'est qu'on fasse justice nous-mêmes, qu'on prenne les choses en main, parce que la justice ne le fera pas, et qu'on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça dans la nature, voilà, tout simplement. Les enfants auraient alors été engagés, plus ou moins consciemment, dans un projet funeste. Le plus simple, ce serait qu'on essaye de trouver une arme directement. J'ai quelqu'un qui peut nous expliquer un peu comment faire pour pas laisser de traces ou de preuves, voilà. Et à l'époque, donc, moi je suis dans un lycée dit ZEP. Donc elle me dit, écoute, je peux avoir un budget de 700, 800 € pour qu'on ait une arme. Et qu'après, si je trouve l'arme, le reste, elle s'en occupera avec mon frère. À l'époque, Camille aurait été sous l'emprise de sa mère. Elle dit avoir accepté sans sourciller la mission d'achat d'une arme à feu auprès d'un petit voyou qu'elle connaît. Mais ce soir-là, rien ne va se dérouler comme prévu. Et la première chose qu'il va venir me dire, c'est « Écoute, j'ai une fille, je peux tout à fait comprendre la colère que tu ressens, mais sache que prendre la vie de quelqu'un, c'est pas non plus anodin, et que ça, tu l'auras toute ta vie sur la conscience, que ça peut gâcher ta vie à toi et à celle de tes frères et sœurs. » Contre toute attente,
le voyou refuse la transaction et ouvre les yeux de Camille sur cette folie criminelle. Donc pour ton bien, même si je pourrais t'en donner une, je le ferai pas. Et je pense que le mieux, c'est que tu en rediscutes avec ta famille et que vous essayiez quand même d'apaiser les choses. Ce qui est complètement incroyable dans ce dossier, c'est que c'est le voyou qui va remettre les pendules à l'heure en disant « mais vous savez pas ce que vous faites, tuer quelqu'un, c'est quelque chose de grave et vous n'avez pas l'air de mesurer les conséquences de ce que vous êtes en train de faire. » Ce jour-là, Camille dit être sortie de l'emprise maternelle. Elle se retrouve alors seule, face à un clan soudé derrière sa mère, qui aurait décidé de poursuivre la mission, malgré tout. Donc l'option qui a commencé à s'installer après, c'était Delphine qui commence à faire des rondes au cabinet pour voir un petit peu ses heures d'entrée et de sortie, en disant si on arrive à lui faire avoir un accident de voiture, il y aurait une assurance vie de 3 millions d'euros. Le nouveau projet serait de saboter les freins du véhicule de Jean-Christophe et d'empocher l'assurance vie. C'est là qu'apparaît, au-delà de la vengeance, ce qui pourrait être l'autre mobile de Delphine, l'argent. Depuis sa mise en examen, Jean-Christophe a tout perdu et il paye tout. Sauf que s'il obtient un non-lieu, les choses vont s'inverser. Je pense que si vraiment Jean-Christophe récupérait tout ce qu'il devait récupérer, elle est sur la paille. Hein. Elle n'a plus rien. Il récupère ses enfants. Il la vire de la baraque. Elle perd gros, là. Delphine en est bien consciente. C'est pourquoi les projets se seraient alors accélérés. Camille raconte qu'après le sabotage, un autre scénario radical aurait été mis en route. Un assassinat au couteau, avec le fils dans le rôle de l'exécuteur. Je me souviens encore, je vois mon frère qui me regarde, mais il n'y avait pas de vie dans ses yeux. C'était vraiment comme un robot. Et lui, il décide d'aller voir Jean-Christophe dans la nuit et de s'en occuper tout seul. Je regarde ma mère et j'essaie de la convaincre pendant 3 quarts d'heure d'aller chercher mon frère et que sinon il va gâcher sa vie, qu'il avait que 16 ans et voilà. Donc au bout de 45 minutes de débat, elle va enfin le chercher en voiture. Ce soir-là, le projet aurait été interrompu juste avant le passage à l'acte. Nous avons bien sûr tenté de confronter Delphine Pinto à ces graves accusations émanant de sa fille aînée. Mais lorsqu'on lui demande sa réaction, elle les balaie d'un revers de main. Elle a lu trop de polar, c'est un peu ce qu'on m'a dit, mais c'est plein de colère, c'est plein de ressentiments et qu'en même temps c'est tiré par les cheveux. Camille, elle a toujours été un peu dans son monde. Je pense vraiment que ma fille, elle a vrillé à partir du moment où elle a été parler ce jour-là avec Jean-Christophe. Je pense que ça a été le moment déclencheur pour ma fille. Lorsqu'en août 2021, Camille raconte tout cela à Jean-Christophe, il est choqué, mais pour autant, il n'en tire aucune conclusion. Il veut aller de l'avant, d'autant qu'il vient d'apprendre que ses ennuis judiciaires sont bientôt terminés. Il était super heureux, il m'a dit « Écoute, c'est le courrier du tribunal, comme quoi je suis blanchie, quoi. Ils ont enfin ils m'ont cru, après toutes ces années, ils m'ont cru. » Les affaires judiciaires s'effondraient. Il allait pouvoir retrouver une vie un peu plus normale, retravailler sans doute normalement, et surtout, il allait pouvoir revoir ses enfants. Il voyait le bout du tunnel. Bon, il y avait encore l'histoire avec les 2 grands qui le tracassaient parce qu'ils savaient qu'il y aurait peut-être confrontation, que voilà, que il n'était pas encore débarrassé de tout complètement. Il me disait bon, on va attendre fin 2022 pour ouvrir le champagne. Cette dernière semaine, il est très heureux. En fait, pour ainsi dire, il n'a jamais été aussi heureux. Il savait qu'il allait revoir ses filles, il attendait ce moment avec impatience. Il savait que ce serait avec des éducateurs, mais pour autant, il les revoyait, il reprenait le lien qui avait été coupé et qui aurait jamais dû l'être. Le 25 août 2021, dans ce point rencontre de Beauvais,
Jean-Christophe devait enfin revoir ses filles, ces 2 petites qu'il a eues avec Delphine. Et il n'arrêtait pas de nous dire « Ah, ça va être une belle semaine. » Voilà, il y avait plus que 2 jours et je les revois. On était allés dans un magasin tous ensemble leur chercher un petit cadeau à chacune. Il attendait que ça, quoi. Et il avait l'impression qu'enfin, elle allait pouvoir revivre. Sauf qu'il a pris une balle dans la tête le 24 août, devant chez lui. La veille de revoir ses filles. Est-ce une coïncidence? Pas pour les enquêteurs. Delphine ne tarde pas à devenir la première personne soupçonnée et entendue. Les gendarmes lui posent notamment une question. À quel moment a-t-elle appris le drame? J'ai appris par une amie d'enfance, elle me dit « Écoute, je viens de voir un article dans Oise Hebdo, Jean-Christophe est décédé. » Et honnêtement, je crois que je me mets à rire en lui disant « Mais arrête, déconne pas avec ça, c'est pas un sujet de déconne en fait. » Et lorsque pendant cette interview, nous avons demandé à Delphine Pinto quelle était sa réaction à la mort de son mari, voici sa réponse. Je ne vais pas dire que son décès me fait ni chaud ni froid parce que c'est faux, mais il me fait mal par rapport à mes enfants. Il me fait pas mal par rapport à ce qui lui est arrivé. Ça ne veut pas dire que je trouve bien ce qui lui est arrivé. Ça veut juste dire, parce que personne ne mérite une telle mort. Lors de l'audition de Delphine Pinto, les gendarmes l'interrogent sur son emploi du temps le jour de l'assassinat. Les enquêteurs lui ont demandé qu'est-ce que vous faisiez ce mardi matin-là, à 7h, quand votre mari a été abattu. Delphine a présenté un alibi. Elle dit que ce matin-là, elle était chez son copain à Paris. Donc elle n'était pas sur place. Donc elle explique qu'elle ne pouvait pas être à Paris-de-Vert. C'est pourquoi, après 2h30 d'audition, Delphine Pinto ressort libre. Il n'existe aucun élément permettant de mettre Delphine Piel en cause dans la disparition de Jean-Christophe Piel, ni de près, ni de loin. Les gendarmes, ils font leur travail quoi qu'il en soit, même si du côté de Jean-Christophe, on trouve que ça va pas assez vite et je peux que comprendre ça, je peux que comprendre, parce que même pour moi, ça va pas assez vite. Pour les gendarmes, cette première audition de Delphine ne servait qu'à faire connaissance. Dans le secret de l'enquête, ils ont rassemblé des éléments contre elle, mais pas de preuves parfaites, donc ils vont la mettre sous surveillance. Les proches de Jean-Christophe en sont convaincus, Delphine est derrière le meurtre de son mari. Le premier réflexe que j'ai eu dans ma tête, j'ai dit « la guerre, ça l'a fait ». C'est mon premier réflexe. Hein. Donc je pense qu'on est beaucoup de personnes à avoir pensé la même chose. Pour autant, on ne la croit pas soit capable, soit à la manœuvre pour avoir tiré. On a des suspicions sur son fils. On a des suspicions sur quelqu'un qu'elle aurait pu embrigader. Parce qu'elle est, encore une fois, dans son côté charmeuse, on sait qu'elle peut amener n'importe qui à faire n'importe quoi, pour ainsi dire. Mais alors, si Delphine est le commanditaire du crime, qui en serait le bras armé? Un amant? Un tueur professionnel? Voire son propre fils de 19 ans? Laurent, le premier mari de Delphine, veut en avoir le cœur net. Il décroche son téléphone pour joindre son fils. Je l'ai appelé, j'ai mis 3 jours à arriver à joindre, après la mort de Jean-Christophe. J'ai mis 3 jours. Je lui ai dit, écoute mon petit, il faut qu'on discute tous les deux. Il va falloir qu'on parle d'homme à homme. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Et il m'a juré, il m'a dit, papa, je te jure, je ne l'ai pas tué, je suis pas un assassin. Si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait il y a 2 ans. Si le premier mari est si inquiet, c'est parce qu'il avait été mis au courant de cette tentative avortée 2 ans plus tôt avec un couteau. Alors finalement, si ce n'est pas le fils, qui a tenu l'arme?
Mardi 15 février, à l'aube, les gendarmes lancent un coup de filet avec plusieurs interpellations. Les enquêteurs sont maintenant persuadés qu'elle est la commanditaire de ce crime, de cette exécution. Selon le procureur de Senlis, Delphine aurait évoqué son projet d'assassinat à un amant, Bilal Amrouni, qu'elle a connu dans ses soirées salsa. Celui-ci aurait alors convaincu l'un de ses amis d'enfance, un dénommé Yassine Zekri, de se charger du contrat. Mais alors quel aurait été le rôle du fils de Delphine ? Son fils a fait des actes qui n'ont pas amené à la mort, et qui auraient pu. Il était en tout cas au courant du projet criminel. Même si ces suspects ont refusé de s'exprimer en garde à vue, les gendarmes ont pu, semble-t-il, établir les rôles de chacun. On a une preuve absolument fantastique dans ce dossier. C'est une écoute téléphonique où celui qui a exécuté, donc l'ami de l'amant, réclame son salaire pour le crime qu'il a commis. Delphine, son amant et l'ami de ce dernier sont mis en examen pour meurtre en bande organisée et placés en détention. Le fils de Delphine, lui, reste libre pour le moment, et dans l'attente de leur jugement, toutes ces personnes restent présumées innocentes. C'est peu de temps avant son interpellation que Delphine Pinto nous avait reçus en acceptant cette interview. Voici ce qu'elle nous déclarait à propos de Jean-Christophe Piel, son mari, le père de 2 de ses filles. Des propos qui font froid dans le dos. On dit souvent qu'entre l'amour et la haine, il y a une très courte passerelle. Et je pense vraiment que c'est le cas. Je pense vraiment que c'est un homme que j'ai autant aimé que détesté. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas eu envie de lui faire du mal, mais vraiment, mais qui souffre. Pas forcément le tuer, mais envie de lui faire du mal. Mais peut-être aussi de le tuer. Aujourd'hui, l'entourage de Jean-Christophe Piel est unanime lorsqu'il s'agit de parler d'elle et de son esprit de destruction. Delphine, c'est une mère, mais c'est pas une maman. Parce que, ok, ça reste ma mère biologique, elle m'a mis au monde, mais je pense qu'une maman, ça ferait jamais ça à ses enfants. Mais je comprends pas comment... Enfin, c'est le père de ses enfants, quelqu'un on est censé avoir aimé. Comment ça peut en arriver là on s'entend pas, ok, on se sépare, ok, mais les enfants, c'est quand même pas rien. Ils vont grandir comment, ces enfants, sans repère paternel En attendant, les proches de Jean-Christophe restent inconsolables. Il était beaucoup plus qu'un ami, c'était pas qu'un ami avec un grand A, c'était un frère, c'était vraiment un frère. Donc là, j'ai perdu un des piliers de ma vie. J'aimerais que justice soit faite et qu'enfin il puisse reposer en paix tranquillement, tout simplement. Les 2 petites filles de Delphine et Jean-Christophe ont désormais un père décédé et une mère en détention provisoire dans l'attente de son procès.